à Qu'est-ce que la démocratie? Avec le docteur Marielle David, pédopsychiatre et psychanalyste, le doyen François Guéry, philosophe, l'historien Alexandre Adler, géopolitologue, le journaliste Alexis Lacroix, directeur d'Actualité juive. Oui, bonjour chers amis. Malheureusement, nous n'aurons pas avec nous Alexandre pour des raisons de santé, mais on lui souhaite bon courage, évidemment. Alors, qu'est-ce que la démocratie? Eh bien, comme vous le savez, ce n'est pas d'aujourd'hui que la démocratie est en but à des doutes, à des critiques. Nous avons encore dans l'esprit le livre de Jean-François Revel, de la génération précédente. Il avait écrit Comment les démocraties finissent. Mais aujourd'hui, les journaux sont pleins de témoignages, du désaveu ou du manque de confiance dans la démocratie, comme d'ailleurs il y en a eu dans les années 30. Alors, mais d'abord, de quoi parlons-nous? S'il s'agit du pouvoir des peuples, conformément à l'étymologie, du pouvoir du peuple, pardonnez-moi, eh bien, beaucoup de gouvernements et de partis politiques se réclament de la démocratie. Sans doute, les révolutions qui invoquent toujours le peuple ajoutent au régime qu'elles veulent établir un qualificatif, soit si vous voulez, démocratie sociale, ou enfin révolution sociale et démocratie sociale, révolution conservatrice, voire révolution nationale. Nous connaissons tout ça. Et toutes les dictatures prétendent agir au nom du peuple. Alors, qu'est-ce que la démocratie? Un régime, un gouvernement, les institutions politiques d'un peuple, un peu de lumière s'avère nécessaire. Eh bien, nous allons le demander à deux des pères fondateurs de notre démocratie, c'est-à-dire Jean-Jacques Rousseau et Montesquieu, et nous écoutons notre ami Alexis Lacroix. La démocratie. Cette personne publique qui se forme par l'union de toutes les autres prenait autrefois le nom de cité et prend maintenant celui de république ou de corps politique, lequel est appelé par ses membres État quand il est passif, souverain quand il est actif, puissance en le comparant à ses semblables. À l'égard des associés, ils prennent collectivement le nom de peuple et s'appellent en particulier citoyens, comme participants à l'autorité souveraine et sujets comme soumis aux lois de l'État. Jean-Jacques Rousseau, Le contrat social, livre 1, chapitre 1. Il ne faut pas beaucoup de probité pour qu'un gouvernement monarchique ou un gouvernement despotique se maintienne ou se soutienne. La force des lois dans l'un, le bras du prince toujours levé dans l'autre, règlent ou contiennent tout. Mais dans un État populaire, il faut un ressort de plus, et c'est la vertu. Ce que je dis est confirmé par le corps entier de l'histoire et est très conforme à la nature des choses. Car il est clair que dans une monarchie où celui qui fait exécuter les lois se juge au-dessus des lois, on a besoin de moins de vertu que dans un gouvernement populaire où celui qui fait exécuter les lois sent qu'il y est soumis lui-même et qu'il en portera le poids. Montesquieu, L'esprit des lois, livre 3, chapitre 1. Vous avez vu là, effectivement, merci Alexis, deux approches différentes de la démocratie. Alors, comme on le comprend, Jean-Jacques Rousseau, n'est-ce pas, dans le contrat social, Jean-Jacques Rousseau, c'est l'un des théoriciens modernes de la démocratie, avec son affirmation de la souveraineté du peuple, qui prend chez lui d'ailleurs la forme de la volonté générale, dont il dit qu'elle est une, indivisible et inaliénable, ne sépare pas la démocratie de la République et de l'État. C'est la démocratie, nous explique-t-il, qui, par le pacte social, c'est-à-dire une convention d'association égale, permet l'institution du peuple, fait en quelque sorte qu'un peuple passe de l'état de multitude, justement, à l'état de peuple, qu'un ensemble qui était la multitude non modérée par la raison, passe à l'état de peuple, où les individus deviennent en même temps citoyens, à l'origine de la souveraineté et sujet de la loi commune. Bref, la démocratie, au fond, n'est pas si simple, ce n'est pas un concept si simple, et elle est ici liée indissolublement à la République, dont Rousseau estime qu'elle est la forme légitime de gouvernement. Avant lui, Spinoza aussi estimait que la démocratie, c'est l'imperium absolutum, c'est, au fond, le gouvernement républicain par excellence. Bref, alors, la démocratie, pour Montesquieu, c'est autre chose, n'est-ce pas? Chacun sait que dans l'esprit des lois, Montesquieu a divisé, a opposé ce qu'il appelle des gouvernements modérés des gouvernements despotiques. Et pour lui, la démocratie, il y en a trois gouvernements possibles de la République. Il y a la monarchie, il y a l'aristocratie à côté. Mais alors que les principes des deux autres gouvernements sont l'honneur pour la monarchie ou la modération pour l'aristocratie, c'est la vertu qui est le ciment de la démocratie. Alors,
question, qu'est-ce que la vertu? Eh bien, Montesquieu, les exemples qu'il donne se trouvent chez les anciens, je le cite, l'amour pour la justice, le désir de vraie gloire et le renoncement à soi-même, le sacrifice des intérêts individuels. Bref, au fond, le patriotisme civique, l'obéissance aux lois, mais aussi, évidemment, la vertu. Il y a un deuxième aspect, c'est que les dignités, comme il l'explique, ne sont pas fondées sur le sang ou sur les rangs, mais pas non plus sur l'honneur, comme dans la monarchie, mais sur au fond, le mérite et l'observation et l'exécution des lois. Donc, si on résume ces deux observations, je dirais que elles sont, au fond, pour notre monde actuel, d'une certaine actualité, mais pas totalement, parce que, premièrement, la démocratie suppose, pour l'un comme pour l'autre, des citoyens actifs, et deuxièmement, elle repose sur un principe qui est celui de la vertu. Et évidemment, ça étonnerait aujourd'hui beaucoup de participants à des débats qu'ils estiment démocratiques. Alors, on est aussi également éloigné des critères qui ont été proposés pour aligner, au fond, les qualificatifs de la démocratie dans les institutions européennes. Je rappelle que pour définir la démocratie, l'Europe a estimé qu'il y avait démocratie quand il y avait origine de la souveraineté dans le peuple, n'est-ce pas? Ça, évidemment, c'est conforme à ce que nous disent nos deux philosophes. Deuxièmement, lorsqu'il y avait l'égalité devant la loi, là encore, nous sommes dans le droit fil, mais on ajoute, ça serait vrai pour Montesquieu mais pas pour Rousseau, que la démocratie suppose la séparation des pouvoirs et, au fond, l'indépendance du pouvoir judiciaire. Enfin, il y a également, ça vient un peu plus tard, mais la garantie des droits et des libertés individuelles et collectives, et même l'alternance du pouvoir. Donc, on n'est pas tout à fait exactement rivé, n'est-ce pas, aux théories de la démocratie des pères fondateurs. Alors, qu'est-ce que nous avons perdu et qu'est-ce que nous avons gardé? D'abord, qu'est-ce que nous avons perdu? On peut, évidemment, on ne peut rien, je dirais, contre un barbarisme, n'est-ce pas, qui a gagné. Et au sens philologique du terme. Aux yeux du plus grand nombre aujourd'hui, quand on utilise le terme de démocratie, eh bien, on parle d'un régime et on ne parle pas seulement d'un gouvernement ou de la gouvernance, pour employer l'affreux barbarisme. Et alors que pour les anciens et les modernes, la démocratie n'est qu'un gouvernement adossé à un régime, et le régime, c'est le régime de la République et de l'État de droit. Oui. Bon. Deuxièmement, ce que nous avons perdu également, c'est le sentiment qui était déjà très vif, évidemment chez les anciens, mais qui perdure chez les modernes, de la fragilité, de la complexité de la démocratie. Par exemple, pour Rousseau, la démocratie, c'est possible dans un petit territoire, par exemple la Corse, mais dès que les territoires est plus étendu, ce n'est plus tout à fait possible. Il s'est intéressé à la République de Pologne, mais ce n'est pas une démocratie. Deuxièmement, dans les États-nations, n'est-ce pas, qui se sont développés depuis les temps modernes, l'étendue du territoire a fait que on a imposé en quelque sorte l'obligation des représentants, de la représentation que Rousseau n'admettait pas. Mais après ce que nous avons perdu, qu'est-ce que nous avons ajouté qui ne fait pas toujours partie de la langue commune, n'est-ce pas, des débats démocratiques actuels. Eh bien, premièrement, la première chose et la plus importante, évidemment, c'est celle qui succède aux grandes catastrophes du XXe siècle, la fin du nazisme, la fin du communisme soviétique, c'est que la loi du nombre, la loi de la majorité, n'est pas le dernier mot de la démocratie. Après les expériences de l'élection par des assemblées tout à fait élues légitimement et légalement, de Pétain et de Hitler. Surtout Hitler, oui. Eh bien, en vérité, on s'est rendu compte que, contrairement à ce qu'avait cru Rousseau, la volonté générale pouvait se tromper. Et donc, dans les démocraties européennes, comme d'ailleurs en Amérique, on a inscrit au fronton, n'est-ce pas, des constitutions, des lois fondamentales et des cours constitutionnels pour défendre justement les principes constitutionnels qu'une loi momentanée, une loi ne peut pas remettre en cause. Alors, voici les questions que je voudrais vous poser à partir de là. Eh bien,
Alors, la première question, eh bien, je voulais la poser à notre ami Alexandre, mais comme il n'est pas là, je vais peut-être vous la poser à vous, à Alexis, pour une fois. Avec plaisir. D'habitude, Je vous me lance terminez. Bon. en aveugle, je ne la connais pas, mais... Sur l'Europe, n'est-ce pas, Spinoza et Rousseau, ou en oui. Amérique Jefferson, ont été des partisans résolus du gouvernement démocratique. Alors, ils n'en allaient pas de même et peut-être des anciens. Par exemple, qu'on se tourne vers Platon. Pour Platon, le meilleur gouvernement de la République, c'est les philosophes qui doivent l'exercer. Mais Aristote et Polygue, eux, ont préféré des gouvernements mixtes pour assurer, au fond, la pérennité de la République. C'est-à-dire, et d'ailleurs, deuxième un code ici à cette question, c'est qu'en fait, il n'y a aucune démocratie pure, si on regarde à la loupe les institutions, en tout cas pas celle de la Ve République. Il n'y a pas de démocratie pure, il y a toujours un peu avec le président élu, Oui. De monarchie, pas mal d'aristocratie avec les grands corps. Partout il y a des grands corps, enfin en tout cas en France il y en a. Et évidemment, avec le suffrage universel, une place prépondérante donnée à la démocratie. Mais il n'y a pas de démocratie pure. Alors, que nous dites-vous de cela? Du fait qu'il n'y a pas de démocratie pure. Et que les anciens ont dit qu'au fond, ça ne pouvait pas marcher pour pérenniser la République. Alors, évidemment, ça, c'est la grande différence que vous avez mise en exergue dans un certain nombre de textes de votre œuvre, y compris même dans le livre de débat que nous avions fait ensemble, de discussion, Querelle française. C'est la distinction entre le républicanisme antique, cher à Léo Strauss, et le républicanisme moderne. Le républicanisme moderne pense que sous certaines conditions, avec certaines garanties, il est possible de pérenniser la forme de gouvernement républicaine et démocratique. C'est vrai. Justement, voilà. Mais alors, vous allez vouloir savoir, j'imagine, quelles sont les conditions, c'est ça? Oui, parce que c'est le débat d'aujourd'hui. Qu'évoquent les républicains modernes. Oui, voilà. À la suite, notamment, des grands exemples, notamment celui des Pays-Bas que vous avez étudié dans la République des Provinces-Unies. Effectivement, c'est d'abord, vous l'avez bien dit, c'est qu'il ne faut pas viser la démocratie absolue. La démocratie absolue serait une trahison de l'idéal républicain moderne. En ce sens qu'effectivement, il repose aussi sur la représentation, donc sur les médiations. Si on supprime les médiations, on trahit l'idéal républicain. Mais il y a aussi une autre idée qui est assez importante, je crois, dans le républicanisme moderne, c'est l'attention portée, on pense d'ailleurs notamment aux hommes de la Troisième République, mais il n'y a pas que. Oui. L'attention portée à un pluralisme vivant des idées et des débats. La délibération. Exactement, c'est l'idéal de la délibération. Oui. C'est-à-dire qu'effectivement, au niveau d'État-nation, puisque la démocratie moderne se déploie dans le cadre d'État-nation et non plus de république de cité, il faut garantir le pluralisme des idées, une sorte de ventilation naturelle du débat démocratique. Celle-ci, par parenthèse, ne l'a pas toujours été. Et vous citiez les années 30, on peut dire que dans les années 30, pour des raisons, disons, historiques, particulières et paroxystiques, se déploie une scène, au fond, bipolaire sur le plan du débat d'idées, avec des républicains, j'allais dire, de plus en plus cornérisés, mis en difficulté, challengés, et des solutions, la séduction des solutions autoritaires, bientôt totalitaires, qui vont dualiser le débat et empêcher une vraie respiration pluraliste démocratique. Et je boucle la boucle, après je cède la parole. Aujourd'hui, évidemment, le républicanisme, qui reste tout de même majoritaire dans le peuple, ne l'est pas forcément dans les élites. Pourquoi ? Car se développent dans les élites, au fond, je dirais, 3 dangers principaux. Je les énumère, comme ça on lance le débat. Voilà. Dans les gauches radicales, la remise en cause de la continuité culturelle occidentale qu'on appelle l'idéologie du wokisme, on pourra y revenir. Dans une partie de la droite dure, radicale, et notamment les droites populistes auxquelles vous avez fait référence, une conception schmittienne de la démocratie qui s'écarte de l'épure du modèle républicain moderne. On a souvent l'occasion d'en parler, mais c'est important de le dire. Et au cœur, j'allais dire, du ventre mou des modérés, la séduction grandissante de modèles oligarchiques médiatiques qui ne sont pas des modèles qui permettent une véritable respiration démocratique et un véritable pluralisme des idées. Oui, merci beaucoup, Alexis. Alors, autre question pour vous, cher François. Eh bien, aujourd'hui, n'est-ce pas, on réclame, et au fond, nous avons tous le sentiment que c'est justifié, une participation plus large, n'est-ce pas, du peuple, bref, une démocratisation, n'est-ce pas, de nos constitutions, de la République et de notre société. Mais certains, au fond, en profitent pour opposer cette démocratie directe, n'est-ce pas, d'en bas, comme on dit, au régime parlementaire.
avec Oui, évidemment le risque qu'on voit partout de la démagogie, du populisme qui a fleuri dans les années 30 pour mettre à bas, n'est-ce pas, tout simplement les démocraties. Oui, Alors, entièrement- François, qu'est-ce que vous en entièrement d'accord. pensez? D'abord, je pense qu'il y a une ambiance actuelle à la déstabilisation des institutions républicaines héritées du gaullisme, Oui. puisque c'est le gaullisme qui a donné au président un pouvoir tout de même suffisamment grand qu'avant, important oui. pour qu'il y ait une certaine continuité Stabilité. et un contrôle des décisions effectives, etc. Donc, je pense qu'il y a une ambiance de déstabilisation et rien n'empêche, après tout, que cette déstabilisation ne soit délibérément lancée depuis ailleurs, aussi bien. À quoi pensez-vous? Bon, je pense à la Russie en particulier, puisque le but de la Russie est de déstabiliser de l'intérieur les puissances occidentales, qui sont jugées d'ailleurs méprisables, faibles, etc. Donc de les faire tomber comme des châteaux de cartes. C'est Mais possible. il n'y a pas que la Russie, regardez le djihad aussi. Non, il y a eu effectivement aussi... la République. Hein, Tout à fait. Alors, je voudrais dire ce que j'ai vécu en termes de démocratie directe, comme on dit. Oui. Dans les années 68, enfin c'est-à-dire en 68, chacun a participé à sa façon au mouvement. Oui, nous sommes Et alors, tous, il y avait effectivement. ce qu'on appelle des comités d'action. De la génération 68. Alors, oui. Pas moi. Oui, Mais vous êtes trop jeune, Alexis. il y avait des comités d'action. Alors ces comités d'action étaient effectivement largement ouverts. En réalité, qu'est-ce qui se passait dans ces comités d'action où on était censé donc participer à une sorte de vaste débat d'où sortiraient des décisions? Ce que Badiou, par exemple, a idéalisé dans tel ou tel texte, en montrant que la démocratie directe était vraiment l'essence même de la liberté. Oui. Alors, ça me fait penser à Hannah Arendt quand elle discute de l'agora. Qu'est-ce qu'elle dit sur l'agora? L'agora, le forum, l'endroit où on se rencontre, les citoyens se rencontrent. Elle présente ça plutôt comme agora, avec d'ailleurs cette particularité que agorein est un verbe qui veut dire accuser. Dans cet espace public, qui est évidemment restreint, à la figure chacun est libre d'accuser. Tu m'as volé, tu as violé ma fille, etc. Et alors, elle développe un point de vue que je trouve intéressant. Elle dit, c'est l'occasion pour les personnalités de s'exprimer librement, si on veut. Il y a une extraversion. Et donc, c'est une chance pour les extravertis de dominer, en réalité. C'est-à-dire que, telle qu'elle décrit les choses, si on voulait mettre des mots... c'est la démocratie directe. C'est un phénomène de dominance des personnalités les plus extraverties, les plus désinhibées, et aussi, donc, évidemment, le leader spontané, etc. Donc, c'est une chance d'emprise sur les esprits de ceux qui sont plus irrésolus, réfléchis éventuellement, plus modestes. Et j'ai observé ce phénomène-là, qui était donc la domination des grandes gueules, mais aussi des esprits les plus systématiques et les plus militants. Parce qu'en fait, cette large ouverture apparente donne en réalité à des formations militantes, groupusculaires, etc., leur donne le champ libre. Et donc, il ne s'agit pas jamais dans cette affaire de ce qu'on pourrait appeler l'intérêt général, une réflexion rationnelle sur le bien, etc. Jamais, jamais. Il s'agit de pouvoir. Donc je pense que la démocratie directe est en fait un exercice de pur pouvoir, de gens qui aiment le pouvoir, qui veulent l'exercer et qui se fichent pas mal de ce qui serait intéressant pour un peuple. Alors, c'est intéressant aussi parce que je pense que quand on discute de ces questions, on suppose qu'un peuple est libre. Mais voilà toute la question. En réalité, si un peuple est libre, au fond, le problème est déjà résolu. Merci à François. Alors, autre question, docteur David. Au fond, j'ai souvent entendu dire que le développement de la psychanalyse, créé à Vienne, dans cette Vienne, si vous voulez, fin et début de siècle, par Freud, était d'une certaine façon inséparable d'un courant, n'est-ce pas, d'un courant démocratique.
qui permettait aux individus de s'intéresser à eux-mêmes, de défendre au fond leurs droits à la recherche du bonheur, à l'épanouissement, à la vie, si vous voulez, dans une démocratie. Parce que si on reprend l'éloge que Thucydide avait fait d'Athènes et de la vie démocratique à Athènes, eh bien, il insistait là-dessus, n'est-ce pas, sur l'épanouissement des talents des individus. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que la psychanalyse a comme lien avec un système démocratique? Je crois surtout que la psychanalyse consiste à pouvoir dire tout ce qu'on pense, y compris des critiques. Donc, ce qui s'est passé en Amérique du Sud, par exemple, en Argentine, qui avait beaucoup de psychanalystes, c'est qu'au moment où les généraux ont pris le pouvoir, ils ont interdit la psychanalyse. Parce qu'on n'avait plus le droit de dire ce qu'on pense. Les nazis aussi ont interdit la psychanalyse. Les nazis, alors là, n'en parlons pas. Donc, à partir du moment où il y a un pouvoir autoritaire qui veut imposer une dictate précise, la psychanalyse devient dangereuse. Ceci étant dit, pour le moment, par exemple, en Chine, elle est autorisée. Pour le moment. Oui. Voilà. Alors, moi, autre question que je vous repose, est-ce qu'il n'y a pas quand même un rapport particulier de la démocratie avec le développement, non seulement du patriotisme civique, comme on l'a vu, mais des droits humains, des droits individuels, des libertés particulières, des libertés individuelles? Parce que, comme on le sait, c'est là où il a existé des courants démocratiques, même quand il s'agissait de républiques, c'est-à-dire à Athènes, à Rome, à Florence, qu'on voit quand même une explosion extraordinaire, n'est-ce pas, de talent. Oui. Est-ce que c'est pas aujourd'hui le cinéma américain? Je pense que c'est juste, mais ça ne résume pas la problématique du déploiement sur la durée, pérenne en quelque sorte, du républicanisme civique qui nous est cher depuis que nous savons que c'est un terme de votre cher Hans Baron. C'est humanisme civique. L'humanisme civique et le républicanisme civique. Alors, vous avez raison. L'insistance sur les droits individuels, l'épanouissement de la personne, la poursuite du bonheur, au fond, qui est dans la Déclaration des droits aux États-Unis en 1776, tout ça est vrai. Mais, vous l'avez dit juste avant, corrélé à quelque chose sans doute de supérieur, qui est le patriotisme civique. Et aujourd'hui, quel est le problème de la France? Résumons-le très vite. Nous avons cité récemment l'exemple de Jean-Fabien Spitz, qui est éminent exemple, j'allais dire, de notre problème. Beaucoup de gens sont pour l'approfondissement des droits individuels, ça, il n'y a aucun problème, et c'est son cas. Mais en revanche, ils ont perdu de vue, ils ont vaporisé le collectif national en tant qu'il est l'horizon dans lequel doit se déployer notre attachement à la République, mais aussi le déploiement de nouveaux droits. Et donc pour eux, donc je nuancerai votre propos, même si c'est juste historiquement, mais nous sommes parvenus à un point où les droits individuels cannibalise le commun républicain. Parce que c'est trop déséquilibré. C'est-à-dire qu'on a trop mis l'accent sur le déploiement des droits, notamment sous l'influence de 68, mais c'est pas vous qui êtes individuellement responsable, naturellement, au détriment des devoirs envers le collectif. Les devoirs envers le collectif, c'est pas pour aller vers une société du contrôle généralisé. J'ai suffisamment critiqué le pass vaccinal en son temps pour ne pas être suspect d'aimer les règles, le néo-autoritarisme d'un certain libéralisme. Mais en revanche, effectivement, je crois qu'il faut rééquilibrer l'affirmation des droits individuels, qui est important dans la logique du libéralisme culturel, je le comprends, avec l'attachement au commun, et cela passe, à mon avis, par une réinstauration d'une école, de l'autorité et de la transmission, remettre en quelque sorte l'école au cœur du village, si vous me passez cette expression. Mais vous avez raison, Alexis, nous sommes d'autant plus d'accord avec vous que nous avons programmé pour notre prochaine émission, qui sera d'ailleurs la dernière de cette année universitaire. Votre texte. Non, l'état de droit. Voilà, et avec votre texte. La démocratie, ce n'est pas quelque chose de vous le rappelez entre nous, bien Oui. avant tant d'autres intellectuels qui aujourd'hui s'en emparent bien tardivement. Blandine Kriégel le rappelle dès 1979. Oui, absolument. 79. Hein. Bon. Alors, et Non, oui, j'aurais François. eu un mot à dire. Alors, Marielle, J'aurais eu un mot à dire. allez-y, Marielle, Oui. plus qu'un mot. J'ai quelque chose Une aussi. phrase. Je crois que, en réalité, on a oublié peut-être ce que Hobbes a mis en valeur dans la question de la démocratie, qui est la question de la représentation. Au fond, pourquoi est-ce que la démocratie directe était dangereuse? Parce qu'on oubliait que la représentation et l'acceptation de la représentation par le peuple est extrêmement importante. Oui, vous avez raison. Et en ce moment, cette gêne et ce manque de confiance du peuple par rapport
à l'Assemblée nationale Ah oui, est oui. tout de même quelque chose d'extrêmement gênant. Oui, ce qui est vrai, c'est que Hobbes n'est pas un partisan de la démocratie, puisqu'il est un partisan du gouvernement monarchique de la République. Oui, mais vous il avez était raison. quand même il partisan de la représentation. Oui, mais justement pour cette raison. Et vous, François, Moi, qu'est-ce que vous dites? ce que je crois, là, Et on t'entend. Alexis développe cette idée que je trouve très juste, évidemment, que les droits individuels ne peuvent pas se développer au détriment d'une certaine notion d'un bien commun. Bien sûr, d'un de bien l'intérêt collectif. général, Alors, du bien commun. même la notion du droit individuel est déjà, à mon avis, une mutilation de quelque chose de plus important. Parce qu'il n'y a pas simplement des droits individuels, mais aussi des devoirs. Dans une dictature, on empêche les gens de faire ce qu'ils tiennent comme leur devoir. Pas simplement leur droit. J'ai le droit. Bon, il y a quelque chose d'un peu puéril, mais j'ai le devoir. Là, par contre, c'est très mature. Or, dans une dictature, on ne peut pas non plus faire son devoir. Oui, d'un autre côté, obéir à sa conscience. dans la notion du droit individuel, il n'y a pas quelque chose que je crois très important, c'est que dans le bien public, collectif, le bien général, il y a aussi le bien de ceux qui viendront. Alors, par exemple, avec les retraites actuellement, où on débat violemment de tout ça, évidemment, ceux qui disent « je vais travailler 2 ans de plus », défendent leurs droits individuels à protéger, leur tranquillité, etc. Mais ils ne défendent pas le droit de ceux qui seront, ou eux-mêmes d'ailleurs aussi, une fois âgés, de profiter. C'est pour ça que j'ai fait peut-être une inexactitude de vocabulaire. Il ne faut pas parler des droits individuels quand on parle des droits de l'homme, parce que les droits de l'homme ne sont pas individuels, ils règlent les rapports les plus universels qui existent entre les humains, n'est-ce pas? Et donc, bon, mais on va terminer là-dessus. Et merci à vous. Et donc, là, notre rendez-vous pour l'état de droit. Et l'État et les esclaves. Voilà. Peut-être, oui. Voilà. Merci. Mais Merci, cher Alexis.